Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Véronique Landry et je suis conseillère en transfert des connaissances chez M361. M361, c'est une organisation qui travaille à l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Pour y arriver, nous avons plusieurs stratégies sociales et parmi celles-ci, l'initiative 100 degrés, qui est une communauté de gens engagés qui, ensemble, transforment les collectivités pour les rendre plus favorables à la santé humaine et environnementale. Je suis en compagnie de ma collègue Élodie, qui est agente de communication, qui sera à la technique et au clavardage. Notre webinaire se déroulera en 3 blocs. Avant de vous présenter les panélistes, je vous présente un peu la genèse du sujet de notre webinaire qui s'inscrit dans la continuité d'un dossier spécial sur la santé mentale des jeunes que nous avons publié en 2023. Dans le dossier spécial, on abordait le sujet de l'éco-anxiété, qui est un phénomène qui prend de l'ampleur non seulement auprès des jeunes, mais aussi auprès de toutes les tranches d'âge de la population. Donc, c'est pourquoi on a entrepris de préparer ce webinaire qui s'inscrit en continuité avec notre mission de 100 degrés, qui est d'encourager des actions concrètes qui sont génératrices de changement. Alors, vous aurez compris aujourd'hui qu'on va aborder le grand spectre des éco-émotions, de la mise en action, mais on ne sera pas tant dans l'intervention psychologique parce qu'on sait parfois que l'éco-anxiété prend de la place et qu'elle peut être paralysante et puis que de l'aide à ce moment-là est nécessaire. Alors, si si l'éco-anxiété est une réaction normale, donc devant la menace climatique, devant les perturbations, il y a quand même, si c'est à intensité élevée, alors là, parfois, faut demander de l'aide. Et d'ailleurs, à la fin du webinaire, on vous a préparé une liste de ressources qui sera possible de consulter au besoin. Alors, je débute. Oui, je veux aussi vous préciser que l'enregistrement et la présentation vous seront rendus disponibles. Donc, si vous êtes inscrit au webinaire, vous recevrez l'enregistrement et les ressources dont il sera question. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos 4 panélistes qui sont avec nous. Alors, je commence avec Anne Sanson. Anne, qui est spécialiste en environnement, en développement durable et en économie circulaire. Elle travaille depuis plus de 25 ans dans divers milieux. Puis depuis peu, elle travaille au Cégep comme conseillère, au Cégep de Saint-Jérôme comme conseillère en développement durable, où elle souhaite sensibiliser ses collègues et les étudiants sur les possibilités immenses que nous avons de changer le monde avec des petits et des grands gestes. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Nous sommes également en compagnie de Simon Côté. Simon est coordonnateur général chez Arbre Évolution, une coopérative de reboisement social et l'un des instigateurs du semoir. Simon est animé par une inébranlable foi en l'avenir. Son parcours citoyen et sa démarche professionnelle sont ancrés dans les principes de justice sociale et de protection de l'environnement. Bonjour Simon. Salut tout le monde. Nous sommes aussi en compagnie de Clémence Laloze. Clémence, elle a cofondé Futur 5, qui est une coopérative sans but lucratif qui vise à accélérer l'appropriation de l'action climatique des parties prenantes par la prise en compte du facteur humain. Elle a également cofondé 1.5, qui est le média de solutions sur l'action climatique au Québec. 1.5 a notamment co-initié avec l'Université Laval le baromètre de l'action climatique. Alors, on est très contente de l'avoir avec nous. Bonjour Clémence. Bonjour tout le monde. Enfin, nous sommes avec Virginie Bollen, qui a vécu en Afrique avant de déménager en Europe, puis au Québec. Elle a vécu une enfance qui a profondément façonné son lien avec la nature, si bien qu'elle a décidé d'y consacrer son doctorat. Elle collabore avec le ministère de l'Éducation du Québec où elle propose une approche et des activités pédagogiques pour justement connecter les jeunes à la nature et générer des apprentissages en lien avec le programme scolaire. Donc, on est content de l'accueillir. Bonjour Virginie. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite. On rentre dans le cœur de notre sujet. On va parler des pistes pour garder l'équilibre. On va commencer
tiens, on va commencer avec toi, Clémence. Chez Futur Simple, vous êtes intéressée à l'éco-anxiété dans la population québécoise. Vous vous êtes allié avec des chercheurs de l'Université Laval pour créer le baromètre de l'action climatique. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu puis nous dire, c'est ça, un ou deux faits saillants du baromètre climatique? Bien sûr. Donc en fait, on a co-initié le baromètre de l'action climatique avec l'Université Laval. C'est aujourd'hui eux qui le portent, on est partenaires. Le baromètre, c'est un sondage qu'on fait chaque année depuis 5 ans. Donc la sixième édition va paraître début décembre pour prendre un peu une photo de ce qui se passe au niveau de la population québécoise en termes d'attitude, de croyances, de comportement, de soutien des politiques publiques, etc. Puis, dans les 2 dernières éditions, on a justement fait rentrer la notion d'éco-anxiété pour aller évaluer est-ce que c'est quelque chose que les gens vivent, dont ils ont conscience, etc. Puis ce qu'on observe, c'est que oui, dans la population, il y a effectivement de l'éco-anxiété et puis un renforcement en général des émotions négatives qu'on observe. Dans le dernier baromètre 2023, c'était 54% des Québécoises et des Québécois qui disaient avoir ressenti de l'éco-anxiété. Donc, ça peut être parfois ou souvent, mais qui disaient en avoir ressenti quand même. Ça monte même à 71% chez les 18-24. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est présent, dont il faut avoir conscience dans notre approche. Puis, ce qu'on voit aussi en parallèle de ça, c'est un renforcement de certaines émotions négatives qui peuvent freiner l'action, comme le sentiment d'impuissance, qui a quand même, entre 2021 et 2023, augmenté de 6 points, ce qui est quand même assez important. Le sentiment de peur aussi, qui a augmenté de 9 points. Puis le sentiment de culpabilité de 3 points. Donc, on voit qu'il y a comme un terreau d'émotions négatives qui est là chez la population québécoise en ce moment. Hmm. Mais on va y revenir sur les éco-émotions négatives. Donc, tu nous dis que donc il y a une majorité de personnes au Québec qui vivent de l'éco-anxiété. C'est encore plus présent chez les jeunes. Mhm. Est-ce que vous avez observé un certain paradoxe dans les résultats? J'ai cru voir ça. Oui, en fait, et puis c'est quelque chose qui se poursuit vraiment d'année en année à travers tous les baromètres qu'on a pu mener. D'un côté, en fait, ce qu'on voit, c'est que la population a vraiment des croyances que je vais nommer positives, en tout cas qui sont positives pour l'action. On voit par exemple que dans une très grande majorité de la population, 85%, il y a la croyance qu'il y a l'urgence d'agir. On voit aussi que quand on mesure notre croyance que collectivement on est capable de faire face au changement climatique et d'agir, là aussi c'est très fort. Sur notre capacité individuelle aussi, sur moi je suis capable d'agir, tous ces éléments-là, on voit qu'il y a une croyance qu'on est capable. D'accord. Et en même temps, de l'autre bord, ce qu'on voit, c'est que ben, il y a des émotions, il y a des aspects, des croyances un peu plus limitantes qui peuvent rentrer en jeu, comme par exemple le sentiment d'impuissance dont je parlais tantôt, la perception qu'il est difficile d'agir, qui a tendance à augmenter dans le temps, dans les derniers baromètres. La perception aussi que les autres ne bougent pas assez, ce qui est particulièrement d'un point de vue éco-anxiété, particulièrement important, parce que si moi je pense que c'est super urgent oui, d'agir, mais qu'autour de moi je vois que ça ne bouge pas, que la norme sociale que j'observe tend plus vers l'inaction, bah là, ça va créer une dissonance chez moi qui fait que bah, peut-être que ça va m'amener à ressentir de l'éco-anxiété. Donc, c'est vraiment ce qu'on observe. Ceci étant dit, ce qu'on voit, c'est que les croyances positives sont là. Il y a comme un terreau fertile qui est présent. Puis les croyances, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à changer. Ça prend beaucoup plus de temps de changer une croyance que de changer une perception comme la norme sociale autour de soi ou le sentiment d'impuissance. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut venir intervenir pour amener un changement, amener une évolution. Donc, les croyances, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, elles sont déjà là. C'est qu'en termes d'action et d'intervention, le terreau est quand même fertile, mais il y a un travail à faire pour justement aller déconstruire ces émotions et puis ces perceptions négatives que les gens ont. Ce qui vraiment fait en sorte que le webinaire d'aujourd'hui, on veut justement cultiver cette confiance-là. Donc, on va dans ce sens-là. Parfait. Ben, merci. C'est quand même des données, bon, qui sont encourageantes avec le terreau fertile que tu mentionnes. J'aimerais maintenant passer le micro à nos trois autres panélistes. Dans la littérature, quand on regarde les données sur l'éco-anxiété, on comprend que, puis Clémence, tu l'as nommé, il y a plusieurs donc éco-émotions. C'est une gamme d'émotions qui sont vécues aussi à différents degrés.
On comprend aussi qu'on veut en parler de ces éco-émotions-là, les reconnaître, les accueillir, puis en discuter. Euh, L'idée, c'est de s'éloigner finalement de l'extrême. On veut pas être éco-paralysé par la peur, le fatalisme, le déni, le découragement. Euh, et on veut, en fait, en s'éloignant de cette éco-paralysie-là, que les éco-émotions deviennent des moteurs d'action. Fait que ma question pour vous, c'est, est-ce que vous avez, disons, des trucs simples, euh, facilement applicables au quotidien pour s'éloigner, disons, de cette éco-paralysie? Je vais commencer avec toi, Virginie. Merci beaucoup, Véronique. En fait, moi, je pense que en tant qu'être vivant, la première chose, c'est important de prendre une pause des écrans. C'est-à-dire de se déconnecter un petit peu de ce réseau informatique, de ce réseau de la connectique, pour se reconnecter au réseau du vivant. C'est tout bête et pourtant, il me semble que c'est important. Et en fait, quand tu parles justement d'éco-émotion, l'idée, c'est de créer une connexion émotionnelle justement avec ce réseau du vivant dont nous faisons partie. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que souvent, hein, l'éco-anxiété, elle n'est pas causée nécessairement par le fait qu'on soit témoin de ces changements, de cette dégradation du milieu, mais c'est surtout par cette accumulation de cette exposition à des discours associés à cette crise de l'écologie. Donc, je pense que là, il est important de faire une pause de tous ces écrans, de ces informations qui nous accaparent, hein. Il y a un phénomène comme d'accélération et d'emphase qui dépasse en fait, hein, et qui insécurise. Donc, c'est pour ça que là, c'est important de se faire une pause pour se reconnecter vraiment à soi et au vivant. Hmm, excellent truc. Donc, prendre une pause des écrans. Merci. Simon, chez Arbre Évolution, euh, tu dois observer des choses avec les groupes de citoyens avec qui vous travaillez. Mhm. Oui, c'est vraiment, on est dans je dirais, une ligne de front, je trouve, nous, par rapport au positionnement des communautés et des individus vis-à-vis des changements climatiques. Ce qu'on observe est tout le temps positif. Donc, on est très bien, on est choyé d'avoir la position qu'on a parce qu'on observe du bon, du beau. On observe des gens qui se réunissent ensemble autour d'un geste positif, du monde qui sont affairés à planter des arbres, à mettre les mains dans la terre, à s'émerveiller de ce qu'ils ont accompli en l'espace d'une demi-journée, une journée. Donc c'est sûr que ça fait extrêmement du bien là, de sortir dehors puis de se mettre en action, clairement, et d'être ensemble. Donc c'est sûr que l'isolement et l'inertie, c'est clairement des ingrédients de l'éco-anxiété. Mais la mise en commun, se rassembler, poser des gestes plus proactifs par rapport à l'environnement, je pense que dans notre cas, en fait, on observe vraiment des sourires, de la joie, vraiment des émotions positives en lien avec les actions sur le terrain, là. C'est définitif. Hmm. Des gestes concrets de foi en l'avenir. Donc, que tu observes, ça doit effectivement faire du bien. Ben Merci. oui, parce que c'est rare qu'on a l'occasion de faire des gestes qui bénéficieront pas nécessairement dans notre vie utile, là, tu sais, planter un arbre, c'est quelque chose qui va prendre des décennies. On le fait pour des gens qui sont même pas encore nés, fait que c'est rare qu'on a l'occasion de poser des gestes qui ont une aussi longue portée, symbolique. Hmm. Et ça nous ramène, ça nous connecte au futur de façon positive. Donc, ça déjoue un peu tu sais, l'horizon un peu gris des fois qu'on se met par rapport à ce qu'on entend. Si on dit, moi, je plante un arbre, je l'ai fait, c'est nécessairement, tu peux pas être triste en plantant un arbre. C'est pas Hmm. compliqué. Ouais. Merci. Anne, avec ton expertise en environnement puis le fait que tu côtoies des jeunes, est-ce que tu as des trucs simples pour garder l'équilibre? Oui, ben en lien avec les émotions qu'on a parlé, là, on parlait d'éco-émotions, mais en fait, c'est des émotions qu'on vit aussi, puis peu importe la raison qu'on vive ces émotions-là, je pense que on laisse jamais aller une émotion à son extrême. Tu sais, quand on vit de la colère pour quelque chose, puis là, dans ce cas-ci, ce serait en lien avec les changements climatiques ou en lien avec, tu sais, la dégradation du milieu, tout ça, on veut garder un équilibre. Donc, tu sais, ce qu'il faut faire dans ça, c'est empêcher que la roue commence à tourner puis qu'elle devienne de plus en plus grosse sur l'émotion qu'on vit, que ce soit la colère ou la peur ou
ou le sentiment de culpabilité, ou tout ça, tu sais, c'est de briser cette inertie-là dans laquelle ça s'installe quand on vit de l'éco-anxiété. Et pour faire ça, ben, un truc simple, c'est essayer de se sortir de ça, se faire quelque chose qui nous fait du bien. Comme tu as dit, Simon aussi, là, tu sais, planter un arbre, être dehors, tout ça, ça nous fait du bien, mais tu sais, tricoter, cuisiner, tu sais, se sortir de faire juste quelque chose qui nous fait du bien. Puis je voudrais ajouter aussi que, tu sais, on peut essayer de faire ça, de faire des petits gestes qui nous font du bien, mais des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de plus que ça. Et il ne faut pas hésiter à consulter à ce moment-là, comme tu l'as aussi mentionné, Véronique. Merci, Anne. Effectivement, je répète qu'on aura des ressources à cet effet-là. Merci. C'est vrai que des fois, c'est nécessaire. Clémence, chez 1.5, parmi les outils que vous avez dans votre trousse à outils, vous avez publié l'année passée un petit guide de survie à l'éco-anxiété. Je le montre tout de suite à l'écran. Alors, un guide de survie, c'est quand même fort comme appellation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Hop, ton micro est fermé, Clémence. Voilà. Oui, et puis il y a aussi un dossier vraiment complet sur les anxiétés sur 1.5. Ben, sur oui, parce que ça peut prendre beaucoup de place. C'est clair dans la vie. Et puis ce qu'on voulait, c'est outiller. Puis je vais juste un peu répéter ce qui a déjà été dit. Puis Anne, je suis bien d'accord qu'effectivement, rendu à un certain point, ça suffit plus là. Mais c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'ai assisté justement à une présentation sur l'éco-anxiété. Puis la personne citait une étude, puis vous l'aurez dans les ressources, de un chercheur ou une chercheure, je ne sais pas, qui s'appelle Picala, qui a été publié en 2022, qui fait vraiment ressortir les trois axes pour faire face à l'éco-anxiété. Il y a l'action, je pense que c'est un peu le thème du webinaire. Il y a l'engagement émotionnel, c'est-à-dire être capable de prendre en charge ces émotions, les émotions qui arrivent, de les accueillir, et puis de les vivre correctement. Puis puis il n'y a pas de beau mot en français, fait que je m'excuse, mais le self-care, de prendre soin de soi, qui inclut parfois ce que vous mentionniez aussi de la distance. Parfois, la meilleure façon de prendre soin de soi, c'est de prendre un peu de distance. On s'éloigne des écrans, effectivement. Mais de prendre soin de soi à travers ça, c'est important. Et puis, peut-être là, je sors de l'étude, mais sur une expérience plus personnelle aussi, je trouve que parfois, on oublie de célébrer les petites victoires, parce qu'il n'y a pas juste ça nous prend des grosses victoires, on s'entend, mais parfois juste les petits accomplissements, quand on voit toute la montagne qui reste à gravir. Moi, en tout cas, j'ai parfois tendance à juste regarder ça et à pas regarder le chemin parcouru. Fait que de prendre le temps de célébrer le chemin parcouru, et puis, si possible, de le célébrer ensemble, ben ça nourrit beaucoup, et puis ça peut contribuer à réduire les anxiétés. Tout à fait. Donc, merci. Je pense que déjà, on a des trucs simples tu sais, qu'on peut appliquer au quotidien qui nous permettent de gérer, en tout cas, les éco-émotions, puis de tenter de les libres dans tout ça. Maintenant, on va passer au deuxième bloc. Et le deuxième bloc, c'est le bloc action à notre portée. On va parler d'actions, particulièrement des actions collectives, parce que vous l'avez nommé, ça demeure une des meilleures façons, les plus efficaces pour gérer notre éco-anxiété. Alors, je vais vous demander à chacun de vous de nous parler d'actions pour contrer l'éco-anxiété. Et puis, j'en profite, on est plusieurs là qui sont présents dans le webinaire. Alors, si vous avez certainement des trucs, des actions que vous avez déjà essayées qui ont fonctionné, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. Et puis, à la fin, on va colliger en fait toutes les réponses que vous nous avez données dans le clavardage et on va les rendre disponibles. Comme ça nous fera vraiment une belle banque d'actions potentielles à tous. Alors, ben, je vais commencer avec toi, Anne. J'aimerais ça que tu nous parles du potentiel d'un geste quotidien qu'on fait par nécessité, mais qu'on peut faire un peu plus consciemment, manger. Oui, effectivement. Euh, c'est un peu mon dada, là, cuisiner, manger. Mais si je le rapporte à une action qui est concrète, qu'on fait 3 fois par jour, minimum, tu sais, quelque chose qui est vraiment à notre portée aussi, je trouve que, tu sais, quand on veut un peu s'éloigner de l'éco-anxiété, c'est justement ça, de faire un geste qui est à notre portée. Puis,
sais, aller s'inscrire dans une activité ou, tu sais, pour certains, à un certain moment, ça peut être difficile. Alors, de rapporter ça à une action quotidienne, quelque chose qui est à notre portée, ça peut être vraiment bénéfique pour plusieurs personnes. Puis, manger, se vêtir, tu sais, faire des activités, ce genre d'activités qui sont, c'est ça, qu'on fait plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Fait que, au niveau de manger, quand on va manger local ou puis cuisiner local, cuisiner va faire du bien, mais peut-être pas pour tous, mais si ça ramène à des choix, en fait. Et quand on le fait, puis en fait, c'est un petit bonheur de manger, ben c'est un bonheur qu'on peut partager avec des gens, premièrement. Puis quand on fait nos choix en fonction de nos valeurs, ben déjà là, on se rapproche de ce qu'on veut voir comme changement dans notre société, tu sais. Donc, le faire de façon responsable, ça fait en sorte qu'on est plus sensible aussi, on s'informe bien les aliments, par exemple, et c'est là qu'on peut réaliser qu'on a un impact, puis on va en parler un petit peu plus loin peut-être, là, l'impact collectif, mais c'est pas juste, c'est le fait de manger, oui, ça peut être très individuel, mais le fait de manger puis d'avoir un impact, ben là, ça devient une façon où est-ce qu'on a des sentiments, on va se sentir participatif à quelque chose de plus grand que nous. On contribue à une vitalité dans notre coin, tu sais, au Québec ou dans notre région. Puis ça amène aussi de la fierté. Donc, c'est tous des sentiments qu'on veut cultiver, ça, qui vont justement contrer l'éco-anxiété. Fait que le fait de bien manger, puis de bien manger, oui, mais de manger local, on a aussi ce sentiment-là de faire en sorte que nos producteurs ou les transformateurs ici, ben, ils gardent un savoir-faire québécois. Donc, ça profite donc tout à ces sentiments-là qu'on veut. Mais je veux aussi mettre un petit bémol par rapport à ça concernant, faut pas se culpabiliser d'essayer de toujours manger local et de d'acheter tous les aliments de façon locale. Tu sais, on cherche pas à se culpabiliser, on cherche à en faire toujours un petit peu plus. Alors, on y va une chose à la fois. Ça peut être un repas par semaine qu'on décide de faire autrement. Ça peut être on commence à acheter un aliment qui va être local, puis après ça, ben, ça devient une habitude, puis on en rajoute. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est plusieurs petites choses qu'on peut faire, puis on peut étendre le local à durable. Donc, c'est ça, de prendre un repas végétarien, tu sais, acheter en vrac, mais pas tout en même temps. Tu sais, je mets vraiment un gros bémol là-dessus, c'est que ça paraît gros, mais si on y va une bouchée à la fois, c'est faisable. Hmm. Merci, Anne. Puis aussi, tu sais, je pense qu'on peut facilement devenir dans ça des agents contaminants, là, tu sais, quand on en parle. Absolument. Hein. Fait que ça aussi, ça a un grand potentiel. Merci beaucoup. Virginie, j'ai envie que tu nous parles, ben, avec ton expérience puis ton expertise, euh, j'ai l'impression que tu vas parler parce qu'on a des gens qui sont issus du milieu scolaire qui nous écoutent. Tu as une approche pédagogique qui vise à redéfinir la relation avec la nature, on l'a dit au début. Puis tu travailles avec le ministère de l'Éducation à qu'on intègre dans le cursus scolaire une compétence transversale là, qui serait attachée avec le programme de l'éducation. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui, alors merci. En fait, c'est vrai que l'intérêt de l'éducation, de l'école, ben, tous les enfants vont à l'école. Et donc ça, en fait, ils peuvent tous en bénéficier de ces apports qu'on peut avoir au travers de l'école. Effectivement, j'ai été mandatée par le ministère de l'Éducation pour développer des outils pédagogiques pour les enseignants qui voulaient faire la classe dans et par la nature. Et en fait, ce qui a préoccupé, pourquoi j'ai été mandatée par le ministère? Parce que ce qui préoccupait le ministère, c'était justement ce phénomène d'éco-anxiété qui frappait les jeunes et qui avait un impact non seulement sur leur bien-être, mais aussi leur réussite éducative. Donc ça, c'est vraiment important à souligner. Puis, or, la recherche le démontre, hein, que le fait de passer du temps dans cette nature, de vivre des expériences signifiantes dans la nature, eh ben, ça développe chez le jeune un sentiment de bien-être, mais d'attachement à ce lieu. Je dirais même d'appartenance à ce lieu, voire d'apparentement dans le sens de parenté, parce qu'il va faire, il va expérimenter la sensation de faire partie de ce grand réseau, de cette grande famille du vivant.
Et donc, en fait, il va vivre une expérience du fait qu'il n'est pas tout seul. Il fait partie de cette grande famille. Et donc, face à ces bouleversements, il n'est pas tout seul. Il va créer une sorte de solidarité, en fait, avec cet ensemble du vivant. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Il va faire corps, en fait, avec ce territoire qui, lui, justement, développe des stratégies, une sorte de résilience par rapport à ces changements climatiques. Et donc, lui, il va s'inspirer de ça. Et puis, une autre chose, de par cet attachement qui va vivre par rapport au territoire, ben, quand on est attaché à quelque chose, eh ben, on va développer spontanément le désir d'en prendre soin. L'idée, c'est pas de faire des choses parce qu'il y a une grosse épée Damoclès qui va nous menacer, mais c'est parce qu'on aime. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé d'action. D'action, mais pour moi, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est surtout cette qualité d'être, cette qualité d'être en relation avec le territoire. Donc, on touche à une dimension psychosociale de notre rapport au monde. C'est sûr que dans les actions, ben justement, lorsqu'on plante des arbres, on est dans la nature, il y a des actions qui sont menées. Mais la première chose, c'est vraiment travailler cette qualité d'être, hein, c'est-à-dire d'être, comme je le disais, en relation avec le vivant. Et on s'est rendu compte par les expériences en développant ces outils que beaucoup de jeunes ne savaient pas entrer en relation avec ce territoire, ne savaient pas se connecter et n'arrivaient pas à mobiliser leur sens dans cette relation au territoire. Donc, c'est la première chose qu'il importe de faire. Et la première chose, toute simple, c'est de passer du temps dans la nature, à la limite ne rien faire et se laisser saisir par le territoire. Ça, on a du mal, hein. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, justement, en éducation, ce qu'on fait, c'est, j'appellerais ça une forme d'éducation de la reliance, hein, pour se relier à cette nature. Eh ben, on développe des outils, une manière d'enseigner qui est bien différente, et où la compétence qu'on développe, la première compétence qu'on développe, justement, c'est cette compétence à savoir entrer en relation avec le territoire, avec ses sens, et ensuite savoir apprendre de cette relation que l'on vit avec le territoire. Donc voilà les compétences qu'on essaie de mettre en avant dans le programme de formation Hmm, de l'école québécoise dans ces prochains changements. super intéressant. Merci beaucoup, Virginie. Peut-être, Simon, est-ce que tu voulais compléter, parce qu'avec ce qu'on disait par rapport à... Tu dois avoir une Oui, perspective. mais oui, clairement, là, je l'ai complété surtout avec ce qu'on fait avec le semoir, parce que c'est exactement ça, Virginie, là, qu'on déploie là, comme action. C'est vraiment de sortir les jeunes des classes en leur faisant des enseignements dans des classes extérieures. On est rendu à plus d'une trentaine de classes extérieures d'installer dans des classes extérieures qualité-prix, bon marché, qui peuvent se faire, qui peuvent se multiplier rapidement. On est en train aussi de développer des serres agropédagogiques, donc vraiment dans les cours d'école encore, les élèves peuvent sortir de la classe, partir des semis à l'intérieur, faire pousser des choses dans la serre. Et surtout, ce qu'on développe dans la région ici de Côte-du-Sud et qu'on devrait exporter éventuellement, peut-être même à Boisbriand, on est en train de travailler sur un deuxième volet, ça s'appelle le Verger de l'évolution. C'est le semoir Verger de l'évolution, c'est un programme sur 3 ans dans lequel les enfants de quatrième année primaire sont avec nous pendant 3 années, jusqu'à la sixième année primaire. Et ce qu'ils font, c'est exactement ça. Le premier atelier de l'année, ils viennent nous voir au verger, ils enlèvent les toiles de cultivation qu'on a mis préalablement et ils découvrent le vivant. Ils découvrent les vers de terre, ils comprennent que le sol, c'est la base de tout, que ce sur quoi on marche chaque jour, c'est pas anodin, ça permet au vivant de croître. Donc, c'est tellement des moments d'exception là, qu'on vit avec ces gens-là, avec ces jeunes-là. C'est de les voir aussi évoluer sur 3 années. L'objectif, en fait, c'est justement qu'ils plantent des arbres. Après, dès la première année, ils plantent leur propre petite forêt nourricière. Et 3 ans plus tard, ils peuvent cueillir les fruits de ce qu'ils ont planté. Donc, ils interagissent positivement avec l'environnement. Ils interprètent l'environnement comme une banque de solutions, en fait, comme une manière c'est ça, de trouver des solutions à même le vivant qui les entoure. Donc, c'est vraiment de recréer ce lien, de retisser, renforcer ce lien de confiance-là avec la nature, comme si on fait partie de la nature, en fait, hein. On n'est pas extérieur à la nature, on est la nature. Donc, je suis vraiment content d'entendre que le ministère t'a donné un mandat, Virginie. Parce que nous, on pousse fort pour que ça devienne un courant de fond là, partout en éducation, c'est la base, hein. Hmm.
Ben, merci. Puis je vois dans le clavardage passé, là, il y a plusieurs autres initiatives. Donc, merci. On va certainement mettre tout ça en commun et partager tout ça. Clémence, on est toujours dans les actions accessibles. Est-ce que tu as une autre idée d'action accessible c'est ça qu'on peut faire pour gérer l'éco-anxiété? Euh, Ben, je pense qu'effectivement, on en avait plein d'actions, et puis il y en a un milliard, et puis ça dépend de notre réalité, de nos intérêts, etc. Je voudrais peut-être revenir sur plus le savoir-être, parce que il y a quelque chose qu'on explore vraiment nous, puis on y croit fort. C'est en lien avec un concept qui est la communication non violente, communication consciente. Puis pour expliquer un tout petit peu très brièvement, ça stipule qu'en fait l'humain a des besoins. Les besoins fondamentaux, ça va du besoin de survie au besoin d'écoute, d'appartenance, de célébration, il y en a 150 des besoins là. Et que pour répondre à ces besoins, consciemment ou inconsciemment, on met en place des stratégies. Ok, j'ai faim, je prends une pomme. J'ai besoin de calme, je vais prendre une marche dans la forêt, par exemple. Et nous, ce qu'on voit, c'est que, ce qu'on croit, c'est que s'adresser à ces besoins-là permet d'amener le concept un peu galvaudé aujourd'hui d'empathie. On en parle beaucoup, mais en gros, c'est ça, l'empathie, c'est revenir à ses besoins. Puis je pense que à deux niveaux, autant en termes d'auto-empathie, c'est-à-dire de comprendre que, ok, bah, quand je vois l'inaction du gouvernement et que je me fâche, ça me fâche vraiment à l'intérieur, que ça me fait vivre de l'anxiété. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est mon besoin d'espoir qui n'est pas nourri? Est-ce que c'est mon besoin de sens? Je ne le sais pas, mais juste d'avoir cette distance-là, ben, ça crée physiquement, puis c'est prouvé scientifiquement, ça crée de l'espace à l'intérieur du corps, ce qui fait qu'on arrive à se distancer et pas à se laisser submerger par cette émotion-là. Fait que de se ramener de l'auto-empathie, de se dire aussi que ben, c'est pas et je suis une goutte d'eau dans l'océan. Fait que c'est pas vrai que je vais résoudre les changements climatiques. C'est de revenir à notre carré de sable à nous. C'est quoi, moi, consciemment, le carré de sable que je me choisis, dans lequel intervenir. Puis même là, je suis pas toute seule. Faut se dire, je parlais de normes sociales tantôt. Je peux pas toute seule lutter contre la norme sociale qui existe dans la société, contre le modèle économique dans lequel on vit, etc. Fait qu'il y a quand même de l'empathie, de l'auto-empathie à avoir, puis de l'empathie à l'autre. Parce que c'est aussi ça, c'est si je comprends que la personne n'est pas là pour nuire au climat, mais qu'elle répond à un de ses besoins, bah, je suis capable de me relier à ça et puis d'avoir de l'empathie, de comprendre cette personne-là plutôt que d'être en opposition. Donc je pense que c'est un élément qui peut être porteur. Et puis peut-être un autre élément rapide, je pense que veut pas, il y a quand même des deuils à faire en lien Mm. avec l'action climatique. Et puis là où on s'en va, je pense qu'on a énormément à gagner sur plein, plein, plein de niveaux. Mais je pense qu'il faut être réaliste aussi, qu'on va avoir à faire des deuils, des petits, des moyens, des gros. Puis d'avoir cette conscience-là, de dire, bah, OK, là en ce moment j'ai plein d'émotions, je suis triste, je suis en colère. Il y a des étapes dans le deuil, là, c'est documenté. Fait que de dire, OK, ben, c'est ça que je suis en train de vivre. Ça permet encore une fois de prendre de la distance. Et puis, par exemple, je voyais un article l'année dernière sur de la CEPAC, sur justement les feux. Ils réfléchissent à interdire les feux dans les campings CEPAC parce que ça pose plein d'enjeux pour la santé, les fumées. Mais c'est ça, c'est un deuil parce que c'est culturellement, c'est ancré chez nous. On s'imagine pas partir en camping sans pouvoir faire notre feu le soir, sans pouvoir faire griller notre viande ou notre tofu sur le feu. Fait que c'est ça, c'est des deuils à faire dont il faut avoir conscience et dont il faut se parler aussi Mm. entre nous. Et puis se dire que ben, collectivement, on a ce deuil-là à faire et puis on le vit ensemble. C'est toujours plus efficace que de vivre tout seul dans son coin. Mm. Oui, c'est vraiment important là, de parler justement, comme tu dis, de nommer les choses, d'accueillir les éco-émotions, les émotions. Merci aussi de faire des liens avec la communication non violente, les besoins, les moyens, c'est intéressant. Euh, Simon, chez Arbre Évolution, ça me fait penser que tu sais, vous mettez en place des actions collectives dans les municipalités. J'aimerais ça que tu nous parles des retombées, bien sûr sur la santé psychologique, mais aussi sur l'environnement, brièvement. Oui, ben, non seulement, le but, nous, c'est qu'on plante des arbres mais avec le plus de gens possible. Mais après ça, le résultat de ces ouvrages-là sont bénéfiques et dans le paysage communautaire pour des décennies à venir. Puis ça donne beaucoup de sens à une action. Tu sais. Puis on mobilise les communautés dans ce qu'elles ont de meilleur à offrir, je dirais. C'est-à-dire qu'ils sont une communauté qui nous approche premièrement. Donc, c'est pas nous qui allons vers la communauté nous approche. Nous, on veut se verdir, on veut embellir, on veut augmenter notre indice de canopée. On veut démontrer à nos citoyens qu'on est en action.
Et si je pouvais avoir une clé USB là, que je peux échanger avec d'autres personnes pour comprendre tout ce que nous, on a vécu depuis 5 10 ans, c'est sûr, on perçoit beaucoup de volonté de passer à l'action à différents niveaux. Et c'est malheureusement pas tous les citoyens qui sont au courant de ça. Il faut être dans un endroit bien placé pour recueillir les volontés des communautés à se reverdir et à faire ce qu'il faut pour leurs citoyens. Également les entreprises qui veulent, qui financent les plantations d'arbres pour être digne du 21e siècle, pas pour faire du cash ou faire plus de publicité, juste parce que c'est devenu une norme quasiment au niveau des entreprises. Donc, au niveau communautaire, énormément de municipalités, d'arrondissements sont en action en ce moment. Il y a des ressources humaines de différentes générations, mais surtout d'une génération plus éco-éveillée, si on veut, sont en train de prendre des postes de pouvoir dans l'appareil administratif de plusieurs entreprises, mais municipalités, et ça, on le sent. On le sent qu'il y a une volonté d'augmenter la qualité de l'environnement le plus près possible des gens, en faisant participer les gens en plus. Donc, il y a vraiment énormément de choses positives qui sont en train de se produire. Puis des fois, ça prend, je dirais, un peu de lâcher prise par rapport à tous ces grands enjeux de fond qui sont des fois difficiles à saisir au niveau des changements climatiques, puis des grandes décisions qui se produisent. J'aime bien là, Clémence, là, l'idée du deuil. Oui, ça fait vraiment partie de... Il faut aussi faire le deuil assez rapidement que on va être capable de changer tout dans notre simple vie utile. Tu sais, je pense que là, il faut accepter le fait qu'on ne verra pas le résultat concret de toutes nos actions probablement dans notre vie. Il faut être correct avec ça. Il faut se dire que c'est les générations futures qui vont pouvoir sans doute continuer de dénouer l'impasse. Mais nous, dans notre vie, on vit juste 80 ans, là. C'est pas beaucoup, là. Fait que, faut accepter ça aussi. Hmm. Euh, Clémence, qu'est-ce que vous observez chez Futur Simple? Tu sais, dans le sens où, justement, Simon, tu parles, c'est vraiment encourageant de t'entendre parler du fait que les entreprises, les municipalités se mettent en action. Effectivement, tu sais, si tu pouvais transférer, c'est ça, il y a vraiment quand même des actions positives, puis faut les reconnaître et les célébrer. Mais après ça, c'est ça, ça me fait penser à est-ce que vous trouvez que l'éco-anxiété, elle est abordée des fois de manière trop individualisante, comme justement si c'était la multiplicité des actions qui pouvaient faire une différence, mais finalement, des événements, mais, tu sais, les événements météo, climatiques se succèdent, donc ça crée une espèce de dissonance. Clément, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Merci. Le GIEC le dit, il y aura besoin de changements systémiques. Fait que c'est pas vrai que l'action individuelle va suffire. Et puis il y a de nombreuses études qui mettent ça de l'avant. Ceci étant dit, l'action individuelle est importante. On peut pas juste arrêter d'agir individuellement non plus. On doit tous mettre la main à la pâte. Fait que faut tous avancer là-dedans. Ce qu'on voit dans les différents baromètres, c'est que les Québécoises, les Québécois adoptent des gestes de plus en plus. C'est pas toujours très rapide, mais on voit qu'il y a des gestes qui sont ancrés dans le quotidien des gens. Mais on voit aussi que dans l'intention, parce qu'on demande qu'est-ce que vous faites comme geste, et puis il y a une liste de 15 gestes, je pense, et puis on demande qu'est-ce que vous avez l'intention de faire d'ici un an. Puis l'intention est là, mais ce qu'on voit, c'est que l'année suivante, on a à peu près les mêmes chiffres. Fait que les intentions ne se sont pas traduites en action. Puis, il y a ce qu'on appelle le facteur humain derrière, c'est-à-dire vraiment une résistance au changement, des croyances qui peuvent impacter, etc. Mais il ne faut pas oublier que les humains que nous sommes vivons dans une société et que cette société-là nous impacte. Fait qu'il y a des freins systémiques, il y a des freins culturels qui font que je peux avoir la meilleure intention du monde, ça va être difficile, voire impossible pour moi de d'avancer, de prendre en charge plus. Et qu'il y a cette notion-là à ramener. Puis on voit dans la fatigue à entendre parler de climat qui augmente aussi. Là, c'est un Québécois sur trois qu'on a marre d'entendre parler de climat. Il y a un essoufflement au niveau individuel et c'est là où il faut que les autres paliers, les entreprises, les gouvernements, etc.,
ça empare plus du sujet, mais aussi qu'on mette davantage en lumière ce qui se fait, parce qu'il se fait déjà plein de choses. C'est juste que les gens ne le voient pas forcément. Donc, on a l'impression que la norme sociale, c'est l'inaction, qu'il y a juste les individus qui bougent et que personne d'autre ne bouge. Mais non, il y a plein de choses qui se font. C'est juste que ce n'est pas sur notre radar. Donc, de mettre la lumière sur ces initiatives-là, de les faire rayonner, puis c'est entre autres le mandat d'1.5, c'est ça, c'est de montrer que ça bouge. Et puis, cet engagement, cette boucle vertueuse dans l'action peut contribuer à réduire les anxiétés. Effectivement, j'ai moins l'impression que tout repose sur mes épaules à moi ou sur les épaules des individus. Mhm. Ah, ça fait du bien de vous entendre. Merci. Toi, Virginie, qu'est-ce que t'en penses de ça? Action individuelle, action collective? Ben, c'est une question assez complexe. Là, il y a tellement de choses qui résonnent dans ce que je viens d'entendre de Simon et Clémence. Ben, effectivement, il y a c'est l'action collective, l'action individuelle. Déjà, nous sommes dans une société individualiste de l'individu. Et c'est vrai que dans ce paradigme sociétal et aussi d'éducation, on travaille beaucoup sur l'individu, hein, cette compétence de l'individu. Mais justement, dans le programme sur lequel on travaille, si on travaille sur cette qualité d'être, forcément, on s'adresse à l'être, à l'enfant individuellement, mais c'est pour travailler sur cette qualité d'être en reliance avec le reste du vivant. Donc, on va développer en fait cette identité écologique pour créer un nous écologique. Donc, on passe de l'individu au collectif. Et vraiment, on insiste beaucoup, c'est chacun dans sa part fait partie d'un nous, et c'est ce nous qu'on veut créer. Puis j'entends bien ce que Clémence tu dis, hein, cette notion de les gens qui en ont marre, et effectivement, ou c'est les gens qui sont très résistants. Mais si on travaille justement sur cette qualité d'être en profondeur, et puis justement en reliance positive, cette interdépendance positive de faire partie de cette grande famille du vivant, versus interdépendance, je dépends de ça, donc j'en ai besoin, alarme, c'est pas du tout la même chose. Donc travailler sur cette façon positive de se relier au vivant, et on le voit, hein, de développer une forme de solidarité à l'égard du vivant, hein, dans son ensemble, c'est comme ça un partenaire de vie, et ben, il y a une sorte de sentiment d'unité et d'harmonie, et donc ça permet de renforcer son soi écologique et un bien-être, et de fait de contrer ce phénomène d'éco-anxiété, d'apaiser en tout cas cette éco-anxiété chez les jeunes. Donc Hmm. voilà, collectif individu, mais on va vers un collectif, un nous, en étant solidaire de manière positive. Et là, justement, on est beaucoup plus serein vis-à-vis de l'avenir. Et ce que tu disais, Simon, hein, cette notion de, on verra peut-être pas, mais en fait, les impacts des changements climatiques, ce sont nos arrière-grands-parents qui ont causé justement ces impacts négatifs. Mais nous, justement, dans les actions qu'on fait, ça sera pour nos petits arrière-petits-enfants où on va amener ces actions. Donc c'est toute une notion de vraiment de systémique, de dynamique, et donc, il ne faut pas voir du court terme et du long terme, toute une trajectoire. C'est comme un paquebot, hein, ça prend du temps, mais là, il y a quelque chose de positif. Donc, il faut aller de l'avant. Hmm. Positivement. Oui, vraiment, oui, c'est vraiment, c'est bien de vous entendre, ça fait du bien. Peut-être, Anne, j'aimerais t'entendre aussi. Tu sais, t'en as parlé un petit peu, mais quand même que tu poursuives un peu là-dessus, c'est-à-dire, tu nous as parlé du potentiel de manger, mais tu sais, c'est ça, manger. Est-ce que c'est un geste individuel, c'est un geste aussi collectif? Est-ce que tu peux Oui, nous... effectivement, c'est les deux, hein. Tu sais, quand tu parlais de carré de sable, Clémence, là, c'est sûr que, tu sais, on regarde qu'est-ce que nous, on peut faire. Tu sais, fait que manger, c'est faire des choix, c'est d'acheter. Tu sais, moi, je ramène ça à l'alimentation, mais tu sais, ça pourrait être à n'importe quelle autre activité, mais c'est pour donner quelque chose de vraiment super concret. En fait, je voulais juste rebondir aussi sur ce qui s'était dit juste avant. Parce que, tu sais, quand on ramène notre geste individuel à quelque chose de plus collectif, c'est tellement encourageant. Puis je donne l'exemple de, tu sais, la semaine passée, la semaine de la réduction des déchets, on a fait une corvée de ramassage de déchets à l'extérieur. On a ramassé quelques kilogrammes, tu sais, c'est pas tant que ça, mais quand on s'inscrit dans une démarche plus grande tu sais, il y a un organisme qui s'appelle Défi 1000 tonnes, ben là, on s'inscrit puis on ajoute nos kilogrammes à ce que plein d'autres mondes au Québec sont en train de ramasser comme déchets à l'extérieur. Fait que ça amplifie le geste que chacune des personnes fait, tu sais, individuellement. Si je ramène ça, tu sais, à l'alimentation, là, comme sujet, c'est sûr que ça, comme je disais tantôt, là, ça donne une fierté d'encourager d'autres mondes, tu sais. Fait que, en fait, notre geste individuel, il y a une portée beaucoup plus grande parce que quand j'achète un aliment local, ben, j'aide quelqu'un que c'est sa business, donc qui vit de ça. Alors, tu sais, on décide de plus manger québécois, ben il y a des business qui vont fermer, puis il y a des savoir-faire qui vont se perdre. Donc,
il y a ça. Puis moi, ça me fait penser à la notion de bonheur durable, qui est en fait le fait on fait des choix. Tu sais, le bonheur, c'est un peu une quête là, tu sais, de l'humain. Et tu sais, quand on veut être heureux, on va faire des choses qui nous font du bien. Mais en fait, tant qu'à faire des choses qui nous font du bien, pourquoi pas faire des choix qui vont faire du bien à d'autres en même temps? Fait que encore, je ramène ça à manger, puis je vais vous donner l'exemple que j'ai vu dans une des conférences par rapport au bonheur durable. C'est le café. Alors, tu sais, quand on va se chercher un petit café le matin, ben, oh mon Dieu, ça nous crée un petit bonheur, là, tu sais, on a besoin de notre petit café, puis ça pourrait être le thé, là, pour quelqu'un d'autre. Mais tant qu'à acheter un café ou se faire un café, pourquoi pas avoir la conscience, en fait, finalement, d'acheter un café qui est équitable, aller le chercher dans un restaurant, mais amener sa tasse. Donc, on fait un choix, puis on sent que ça a une portée, soit sur, tu sais, éviter les emballages à usage unique, ou bien sur, quand on choisit un café équitable, ben, on sait qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui ont eu des conditions décentes pour travailler. Donc, c'est ce sentiment-là, en fait, quand on choisit. Puis je pense que c'est bon, ça, cette notion-là, parce qu'on fait des choix, on n'empêche pas personne de prendre son café, mais on lui laisse sa liberté de choisir. Puis là, au niveau de la perception, ben, on se sent efficace finalement d'avoir fait des choix qui soient plus grands que soi, tu sais, que juste pour mon petit bonheur personnel. Fait que je pense que c'est ça. Ça donne, puis ça crée une roue qui est vraiment positive. Tu sais. On rentre au lieu de oh mon Dieu, je devrais pas, non, 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 on est plutôt dans je me sens efficace dans mes choix. Et là, je crois dans les actions que je pose. Et là, ça donne le sentiment tu sais, j'ai envie de faire ces choix-là encore. Tu sais. Alors, puis après ça, ça a aussi cet effet-là de contamination des autres, tu sais, parce que les autres te voient faire ce genre Mhm. d'action-là. Dont on parlait tantôt. Mhm. Ouais. Excellent. Merci. Alors, on va déjà, le temps passe très vite. Merci pour vos idées d'action individuelles et collectives. Pour le troisième bloc, j'aimerais qu'on termine, qu'on conclue avec des idées, des ressources. Je répète que les idées que vous avez mises dans le clavardage, nous allons les garder précieusement, les colliger et les partager avec le lien d'enregistrement du webinaire. Donc, peut-être en guise de conclusion, avant de partager les ressources, euh, peut-être une idée, un souhait pour l'environnement, pour nos éco-émotions. Tu sais, je vais commencer, Clémence, avec toi. Euh, je pense que je reviendrai avec cette notion en lien avec la communication non violente de besoin, stratégie. Je pense que collectivement, si on arrivait à revenir à nos vrais besoins, et puis pour prendre un exemple concret, si je dis j'ai besoin de m'acheter un nouveau chandail, c'est pas vrai. J'ai pas besoin d'un nouveau chandail, j'ai un besoin d'appartenance parce que mes amis s'habillent comme ça, fait que je veux m'habiller comme ça. J'ai un besoin de nouveauté, un besoin de plaisir, j'en sais rien, mais mon besoin est autre. Fait que si je comprends que mon besoin c'est l'appartenance, je vais être capable d'aller combler ce besoin-là d'une autre façon que de m'acheter un dixième chandail, là. Fait que je pense que si j'avais un souhait, c'est que collectivement, on soit capable de mieux distinguer ce qui est un vrai besoin de ce qui est un moyen qu'on utilise pour répondre à ce besoin. Je pense qu'on aurait déjà fait une grosse partie du chemin. Distinguer besoin, Besoin et moyen. moyen, exact. Excellent. Merci. Anne, est-ce que tu aurais un souhait en lien avec l'alimentation? Oui, ben, en lien avec l'alimentation, je souhaiterais qu'on s'approvisionne davantage localement, évidemment, mais au-delà de ça, je pense que, tu sais, après avoir discuté là, et entendu toutes ces choses-là en lien avec l'éco-anxiété, je pense que le souhait, c'est que j'aurais pour chacune des personnes qui nous écoutent aussi ou qui vit avec quelqu'un qui vit de l'éco-anxiété, ce serait de valoriser le fait que chacune des petites actions, tu sais, que le sentiment de ce qu'on fait et nous donne qu'on sente qu'on est efficace. C'est que peu importe la grosseur de l'action qu'on fasse, Le pour petit se pas. donner le Mhm. sentiment d'efficacité puis puis se motiver à continuer. Donc, c'est ça. Mm. Créer une vague de belles contaminations autour de nous. Ouais. Euh,
Virginie. Bien, moi, en fait, pour les jeunes, il y a une chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est que les jeunes sont souvent éco-anxieux. C'est souvent l'école qui génère cette éco-anxiété ou le monde extérieur qui génère cette éco-anxiété par ces informations d'un environnement problème. Et donc, ça, il faut être très vigilant qu'on s'adresse à des enfants. Donc, moi, mon souhait, c'est d'abord aussi, le deuxième constat, c'est que les jeunes souffrent beaucoup d'un déficit nature, donc ce manque de relation à la nature. Et donc moi, mon souhait, c'est au travers de l'éducation, de renforcer cette identité écologique en reliance avec le reste du vivant pour justement développer un peu cette force intérieure euh, et créer un nous solidaire à l'égard du vivant chez les jeunes, quelque chose de plus constructif et vraiment très à la base, cette qualité d'être, cette identité écologique chez les jeunes en reliance au vivant. Pour moi, je pense que c'est quelque chose ça serait mon souhait, mon premier souhait. Oui. Hmm, un beau souhait, merci. Toi, Simon? Ouais, c'est dur de choisir. On dirait que j'aurais plein de souhaits à faire. Euh, mais j'irais un peu dans le même sens que Virginie, d'une certaine manière. La capacité d'émerveillement. Je pense que moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est que nous, en tant qu'adultes et les formateurs à l'école publique aussi, puis l'école privée, peu importe, soient capables de communiquer une manière de rester émerveillé face à la nature. Parce que il y a un côté démocratique à cet état d'esprit-là. C'est qu'on soit dans un parc très urbanisé à Montréal, dans une ville, il y a nécessairement un arbre dans lequel on peut juste aller contempler la complexité biologique d'un arbre comme ça. Autant que si on est dans une région rurale où on est capable de voir les oies, les outardes se poser sur le lac en face de chez soi, il y a quand même une manière, peu importe notre classe sociale, de pouvoir vivre quelque chose de fort avec un élément du vivant. Mais ça prend de la capacité à s'émerveiller. Il faut voir les choses de façon plus ludique, plus légère, plus zen. Donc ça vient un peu avec une certaine forme de lâcher prise aussi en arrière de ça, par rapport aux, aux grandes attentes que certains peuvent avoir par rapport à l'action collective. Parce que l'action collective, il faut faire attention à ça parce que ça peut créer des attentes et là on peut être déçu. Ça prend une certaine façon d'opérer un lâcher-prise. On est résilient, on a une vie, elle ne dure pas si longtemps. Faisons le meilleur de ce qu'on peut dans le temps qu'on est ici sur cette terre. Essayons de faire le plus de gestes positifs au final que de gestes négatifs. Puis on va avoir fait du bon boulot. Donc je pense qu'il faut se rappeler ça. Mais en même temps, j'ai le goût de dire, c'est en ce moment, le timing est là pour faire la pression sur vos chefs d'entreprise, vos dirigeants, vos chefs de département, nos gouvernements, oui. Mais ça, c'est plus difficile, là, une élection 4 ans. Mais à ce moment, si vous êtes un comité, vous êtes dans une entreprise ou dans un ministère, vous pouvez forcer la note un peu en disant, nous, on veut créer un comité, on est 6, 7, 10 employés, on veut créer un comité environnement. En ce moment, peu de gens, peu de personnes en position de pouvoir vont avoir la décence de dire non. Parce que le courant mène vers ça. Donc, n'hésitez pas à prendre le flambeau en quelque sorte ou à vous réunir puis à mettre un peu de pression dans ce qui est accessible dans votre vie professionnelle. Mais ça se peut que vous ayez des attentes, par contre. Faut gérer ça. Ben, merci Simon, puis c'est excellent que tu nommes ça. Je vais, dans quelques minutes, on va parler des ressources et je vais parler d'un répertoire avec un réseau d'ambassadeurs qui sont là pour vous soutenir justement dans des actions que vous voudriez entreprendre dans vos milieux, dans votre quartier. Un réseau d'ambassadeurs qui ont cet engagement profond, puis qui ont une expertise, puis qui disent, ben moi, je peux soutenir des actions. Ça, c'est partout au Québec. Fait qu'on va y revenir. Merci, ça fait un beau lien. Je vois l'heure. On a eu beaucoup de questions pour ce webinaire. Fait que on a le temps d'en prendre une, mais je vais vous demander d'être très bref parce qu'après ça, on veut passer aux ressources. On a eu une question qui demandait comment rejoindre les parents par rapport à l'éco-anxiété. Puis, j'aurais envie que vous répondiez à cette question, les quatre panélistes. Mais j'aimerais ça quand même parce que
Clémence, tu nous parlais d'une tranche d'âge dans le baromètre climatique qui rejoint exactement justement les parents, puis qui avait quand même une donnée intéressante. Fait que j'aimerais ça que tu commences par nous donner cette donnée-là brièvement, puis ensuite vous pourrez compléter. Donc, comment rejoindre les parents? Ouais, ben, j'arrive avec l'aspect plus négatif et puis je laisse aux autres le soin de ramener du positif là-dedans. Mais ce qu'on observe dans le baromètre de l'action climatique depuis 5 ans déjà, et puis c'est pas chez les parents, juste pour être clair, Hum, c'est chez les 35-45, c'est une grande majorité de ceux-là sont des parents. Ce qu'on voit, et puis c'est quelque chose qui me déprime un petit peu à chaque fois, mais c'est que c'est comme si un peu c'était une tranche d'âge un peu perdue, dans le sens où avant, ils vivent de l'éco-anxiété mais ils agissent. Après, ils deviennent plus optimistes et puis ils agissent. Mais c'est comme s'il se passe quelque chose, il y avait une espèce de vortex au niveau des 35-45 ans où on pense qu'on a moins de capacité à agir, on agit moins, on a moins envie d'agir, on vit plus d'émotions négatives. En gros, le portrait est hyper négatif quand on regarde les statistiques pour les 35-45 ans. Mon analyse très personnelle, puis j'en ai pas forcément parlé aux chercheuses du baromètre, mais c'est que justement la charge mentale des parents est énorme dans la petite enfance, qui est en gros de 35-45 ans, et qu'ils n'ont juste pas d'espace mental pour adresser la question, qui on le sait est une question qui justement demande de travailler le savoir-être, de travailler la pensée systémique, de travailler plein d'aspects, et puis ne veut pas l'angoisse aussi de j'ai des enfants, quel va être le monde que je vais leur léguer. Fait que je pense que c'est un mécanisme de protection psychologique qui se met en place, qui est, hop, je me crée de la distance, je gère mon quotidien, ce sur quoi j'ai du contrôle. Puis, quand les enfants grandissent, on voit que ben, toutes les croyances reviennent. Mais ça reste que c'est un état des lieux dont il faut avoir conscience que les parents sont un public plus difficile dans leur tranche d'âge de 35-45 ans. mhm. Puis évidemment, là, comme tu disais, nous on dit les parents, mais dans le fond, c'est la tranche d'âge qui est, bon, c'est pas nécessairement les parents là, dont il est question en ce Exact. moment. C'est une bonne Je nuance. pourrais être scientifiquement précis. Oui, c'est ça, exact. Est-ce que, tiens, j'aurais peut-être un panéliste par Virginie. Oui, Virginie, vas-y Oui, ben, moi, c'est vrai que les enfants, les parents suivent leurs enfants à l'école. Et justement, cette façon d'entrer en relation avec la nature, passer du temps, voir. Les enfants, ils en parlent avec les parents. Et même, ce qu'on s'est fait dire, c'est que les enfants amènent les parents. Ils veulent montrer à leurs parents ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Et c'est quelque chose de très accessible, hein, Simon le disait aussi, hein, c'est quelque chose de très démocratique, d'accessible, se passer du temps, de s'émerveiller des petites choses, prendre du temps. Et en fait, même les enseignants, qui sont des parents aussi, me le disent, enfin, je prends du temps, ça fait du bien. Et on a des retours de parents qui disent, mais ça, moi, je vois mon enfant, ça l'a transformé et elle nous communique cette joie. Donc, sans mener, sans dire que nos enfants sont des ambassadeurs, parce que c'est encore une fois une mission trop, trop dure, c'est de dire que ça diffuse, c'est une sorte de pollinisation de cette manière d'être et de faire, et qui va aussi sur les parents et les adultes, en Hmm. fait. Côtoie les enfants. Merci, Virginie. Le mot pollinisation est vraiment plus beau que contamination. Merci. Alors, il me reste plus qu'à vous remercier, vous quatre. Merci beaucoup pour tu sais, vos belles inspirations, votre invitation à passer à l'action. Je pense que c'était vraiment inspirant. Je termine notre webinaire en vous parlant de ressources. Je parlais un peu plus tôt d'un répertoire d'ambassadeurs. Alors, 100 degrés, c'est une communauté en pleine ébullition pour les santé des collectivités. Et partout au Québec, on a des ambassadeurs. Donc, Élodie met dans le clavardage le lien vers le répertoire d'ambassadeurs, mais je vous en présente trois. Des ambassadeurs, ce sont des personnes avec des expertises et un engagement, une volonté de participer à des actions, de soutenir des actions. Donc, vous connaissez peut-être Florence Léa Siri, qui est une figure reconnue du mouvement anti-gaspillage. Marie-Pascale, qui est elle a une expertise sur l'éco-anxiété, Marie-Pascale, et elle a d'ailleurs écrit plusieurs articles pour 100 degrés, puis elle a contribué avec ces articles-là à notre webinaire, on la remercie. Et Billy Jazz aussi, qui est une collègue de Simon au Semoir. Donc, Billy Jazz, elle a fait un magnifique documentaire pour sensibiliser les jeunes à la protection du fleuve Saint-Laurent. On en a parlé d'ailleurs à quelques reprises à 100 degrés. Alors, ce sont trois ambassadrices, mais il y en a d'autres, alors n'hésitez pas à les consulter. Je vous remercie pour votre présence. Vous étiez nombreux. Merci d'avoir été avec nous pour parler de la mise en action.
Voici, je vous partage aussi des ressources pour aller plus loin, donc des organisations ou des documents qui nous permettent d'aller encore davantage, un peu plus loin, explorer le grand sujet des éco-émotions et de l'éco-anxiété. Je vous partage aussi des ressources en intervention, comme je vous disais, si jamais vous ou quelqu'un que vous connaissez, ou par exemple aborder l'éco-anxiété avec un groupe de travail, avec un comité. Alors, il y a des ressources là qui peuvent vous soutenir. Et voilà, on a d'autres cours et webinaires sur des sujets connexes. N'hésitez pas à les consulter sur notre plateforme Apprendre. Alors, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous, c'était le fun. Merci les Bonne journée filles. à tous. Merci. Merci à tout le Salut. monde.